J'ai choisi pour la partie d'essayer de voir un peu les influences respiratoires avec des virus classiques. Et j'ai pris deux exemples, les virus influenza A et B et le virus syncytial. Comme vous le voyez ici, les épidémies virales se voient essentiellement entre le mois de mars, entre le mois de septembre et de mars. Au tout début, c'est surtout des rhinovirus, des parainfluenzés. En hiver, c'est la grippe, c'est le virus syncytial. Et puis rebelote, rhinovirus, parainfluenzé. Quand je prends la grippe, vous savez très bien que cette grippe, c'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps. Les premiers écrits partent de 430 avant l'ère chrétienne. Puis ensuite, les premiers écrits réellement précis datent de la grippe espagnole, 1918. Isolement du virus en 1936. Vaccin en 1940, vous voyez à peine 4 ans, on a été... Et puis en 1960, il y a eu des premiers développements de certains antiviraux, malheureusement qui ne sont pas très actifs et qui sont mal tolérés aujourd'hui, on va dire, à la poubelle, du moins par rapport à la grippe. Et puis en 1990, ce qui a vraiment changé, c'est les inhibiteurs de la neuraminidase, le fameux Tamiflu. Juste ici, au niveau viral, pour insister, c'est les 3 types majeurs. Le A, c'est le plus important, donc c'est le virus des oiseaux, et on va dire des oiseaux, notamment les oiseaux aquatiques. Le B, qui est strictement, on va dire, humain. Le C, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, le problème, c'est que quand on voit ces virus ici, ce qui est caractéristique, ce sont les glycoprotéines, l'hémagglutinine, qui sert pour le virus à s'accrocher, en rappelant que chaque virus a une cible, et que la neuraminidase, c'est l'enzyme, la glycoprotéine, qui essaye de faire sortir le virus une fois parti. Donc vous avez compris que quand on donne du Tamiflu, c'est pour éviter que la cellule produise des virus, et donc c'est pour arrêter la transmission, diminuer la transmission. Ce qui caractérise ces virus, qui sont des virus à ARN, et en revenant un peu à l'arrière, vous voyez au niveau du noyau, ce qui est particulier, ce sont des virus qui ont un noyau segmenté. Et qui dit noyau segmenté veut dire possibilité de recombinaison. Et donc on a 2 types de variabilité, et j'ai envie de dire tous les virus ARN, de façon globale, sont des virus variables, la différence des virus dits à ADN. Donc ces virus grippaux peuvent subir soit un glissement, c'est quelques acides aminés, soit sur l'hémagglutinine, soit sur la neuraminidase, qui ont à l'origine de petites épidémies, souvent pas très méchantes. Et puis il y a les gros phénomènes, la cassure, c'est quand vraiment un changement complet. Et donc c'est là où on se souvient un peu de ce virus segmenté, des recombinaisons entre un virus, j'allais dire animal, et un virus humain. Et c'est là que ça donne des épidémies, c'est là où c'est tout nouveau, et c'est là où on risque d'avoir un peu, j'allais dire, de mortalité, d'insuffisance respiratoire et de mortalité. Quand on voit sur cette plaque, les différents virus, vous savez que pour regarder en 1889 déjà, vous savez qu'on a pu voir grâce en quelque sorte aux gens décédés dans les pays, chez les Esquimaux notamment, on a pu remonter un peu, voir les virus. Donc voilà, on a donc H1N1, la grippe espagnole, donc celle qui a marqué un peu tous les esprits, la grippe asiatique, c'est H2N2, donc il y a eu une variation sur l'hémagglutinine et la neuraminidase, la grippe de Hong Kong, et puis la dernière dont je vais parler tout à l'heure, la fameuse grippe dite porcine, avec ce H1N1, cette variété particulière qui nous est venue du Mexique. En rappelant aussi quelque chose ici, que souvent ces épidémies viennent d'est en ouest, et non pas comme on le croit, j'allais dire, d'ouest en est. Ou bien qu'on croit que ce sont les oiseaux uniquement qui sont là-dessus. Quand on regarde les principales pandémies, on a essayé un peu de voir un peu l'index sévérité. Et donc on comprend pourquoi la grippe espagnole marque des esprits, ça devient un repère, l'indice sévérité était 5. Et puis je passe tout de suite à celle de la grippe, j'allais dire porcine, qui passe à 1, donc où on avait un virus grippal qui se transmettait pas mal, mais au niveau de la sévérité, on n'a pas eu beaucoup de dégâts humains. Et justement, au niveau de cette grippe, les premiers cas, bien sûr, sont apparus en avril 2009, c'était au Mexique. Le seul problème de cette grippe, c'est qu'on avait tout prévu, on s'est dit ça va venir d'Asie, c'est venu du Mexique. Donc pour dire un peu, tantôt on attend l'Est, il vient l'Ouest. La grippe, on dit que c'est pas une maladie bénigne, mais même quand c'est pas bénin, ceux qui l'ont fait une fois, on se dit tiens, c'est un camion qui m'est passé dessus,
et qu'on s'en souvient très bien. Donc la fois d'après, les gens essaient de se vacciner. Donc vous voyez les complications, donc si maladie pas toujours bénigne, des complications, des pneumonies, des compensations de maladies préexistantes, des hydratations, surtout chez l'enfant. Et puis vous voyez ici, insuffisance respiratoire, qui sont des complications rares, c'est vrai. Souvenez-vous, j'ai dit que c'était 36%, grosso modo, tout ce qui est viral et insuffisance respiratoire. Et donc ce n'est pas tellement toujours une affection bénigne. En rappelant que souvent, ces insuffisance respiratoire se voient chez les gens, toujours le terrain, on se souviendra toujours du terrain, les petits enfants, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes obèses, mais j'aurais à le dire ici, un syndrome grippal. Et donc, ce qui avait changé ce qui était en plus, ce sont les signes digestifs. Alors imaginez quand l'enfant, qui est le réservoir en quelque sorte, et souvent donc on fait des erreurs judiciaires, puisque souvent quand on a des enfants qui sont fébriles avec des signes digestifs, on ne pense pas que c'est quelque chose qui est dû au virus influenzé, et donc souvent il y a un retard, on va dire, diagnostic, et surtout quand on est très très petit. Bien sûr, le diagnostic dans les formes communes, on n'a pas besoin il est clinique, on n'a pas besoin, même si quand c'est au niveau clinique, c'est pas toujours évident de faire le diagnostic précis et étiologique, et il n'y a pas d'examen particulier à faire. Juste pour dire, et ça aussi en maladie infectieuse, c'est l'effet inoculum, plus on est symptomatique, plus on a de virus, et donc vous voyez un peu sur les symptômes sont un signe d'abord qu'il y a beaucoup de virus, qu'on est porteur de virus. Quand on est asymptomatique, ça veut dire qu'on a moins de virus, et que j'ai envie de vous dire aussi dans le rapport, j'allais dire de transmission, la grippe c'est un rapport de 2, comparé à la rougeole, qui est d'un rapport de 15-16, qui faisait qu'à l'époque, avant la vaccination, on dit que c'était la rougeole, c'est pratiquement une maladie, j'allais dire, dite obligatoire. L'élimination, vous voyez un peu pour les complications, au bout de 6 jours, on élimine son virus. Et après 6 jours, quand on a des problèmes, c'est souvent des problèmes de complications de surinfection bactérienne. J'arrive à cette séance respiratoire au cours de la grippe, la surinfection bactérienne, passé le 6e jour. Vous avez aussi toutes ces pneumonies virales, on va dire malignes, où on a une nécrose de l'épithélium cilié, et où visiblement, donc, on a pratiquement, la trachée se transforme en un tube ASC, un tube où il y a pas mal de, j'allais dire, de virus. Et donc, vous avez compris tout ça. C'est une insuffisance cardiaque, respiratoire, ces femmes enceintes. Et aussi, il ne faut pas l'oublier aussi, il y a des personnes en pleine force de l'âge qui décèdent d'une insuffisance respiratoire aiguë. 30% de décès, d'admission en milieu de soins intensifs au cours de cette grippe, qui est qualifié de pas grave, celui de sévérité de 1. Beaucoup de comorbidités chez les gens qui ont fait ça. Vous voyez la comorbidité respiratoire, les personnes obèses, les personnes immunodéprimées, les problèmes neurologiques. Bref, les gens qui ont payé un tribut, qui sont morts ou bien qui ont fait une insuffisance respiratoire, c'est des gens qui cumulaient des facteurs de comorbidité, donc une histoire de terrain. Quand on compare la grippe H1N1 et la grippe saisonnière moyenne, vous voyez que finalement, il a beaucoup atteint. C'est un virus, j'allais dire, à transmission 57 millions, versus la grippe on va dire annuelle, saisonnière, 15-60 millions. Et la mortalité, eh ben, c'est un virus qui n'a pas beaucoup, on va dire, tué. Je passe très vite sur les traitements, la neuraminidase, tout ce que j'ai dit ça, la prévention de la grippe. Et j'avais une photo que je n'ai pas reproduite ici pour dire déjà en 1918, les gens portaient déjà un masque, pour dire qu'on n'a rien inventé en 1918 en support de l'âge. Le seul problème qu'il faut rajouter, c'est les mains, le lavage des mains en plus du masque, et la vaccination. Donc, pour conclure sur ce chapitre grippe, ça touche des sujets jeunes, c'est normal, il y a un virus, on n'est pas immunisé, donc il y a toutes les conditions pour que ça touche. Il y a la grossesse, l'obésité, ça rappellera que les femmes enceintes, j'allais dire, c'est des personnes qui doivent être vaccinées. Les signes digestifs, j'en ai déjà parlé, donc c'est des formes modérées, les décès en tout âge, donc suite à des insuffisances respiratoires, etc. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez, pour dire que cette année, je ne sais pas si vous avez constaté, le vaccin n'a pas marché. Le vaccin n'a pas marché, les gens ont fait des grippes, des gens viennent vous dire déjà que c'est un vaccin à 60%, les gens vont vous dire, eh bien, quand vous regardez à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez en 2013-2014, vous voyez les souches
c'est la souche B, Massachusetts, donc c'est 3 souches. Et vous voyez sur tout à fait, on s'est trompé, on a eu du H3N2. On a eu du H3N2 au lieu de trouver du H1N1. Donc c'est pour ça qu'on s'est gouré. Donc cette année on s'est gouré. Mais comme vous savez, pour faire un vaccin, c'est au mois de février, de mars que les gens se mettent à faire, dire c'est tel vaccin qu'on va faire. Ils ont donné les souches aux différents laboratoires. Malheureusement, eh bien, cette année ils se sont trompés. Et donc je pense que l'année prochaine, ils vont passer au vaccin quadrivalent. Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision.